Bonjour Charlie Caillou, donc on reprend avec vous, on a eu l'occasion de vous découvrir déjà dans le sommaire, vous êtes conseiller juridique chez PAP, PAP qui est la contraction de particulier à particulier. Oui. Donc on a envie de vous poser des questions qu'on se pose quand on est particulier, qu'on a envie d'acheter ou vendre un bien immobilier. Alors je pense plus à un appartement parce que quand on parle de passoire énergétique, on a appartement en tête. D'ailleurs c'est une hérésie puisqu'il y a beaucoup de maisons qui sont des passoires énergétiques aujourd'hui. Oui, absolument, absolument. Et si on parle de l'audit énergétique, puisque c'est le thème de l'émission, l'audit énergétique, ça concerne beaucoup de maisons, puisque l'audit énergétique, c'est pour les monopropriétés, c'est-à-dire les maisons individuelles, et les immeubles en monopropriété, c'est-à-dire les immeubles qui ne sont pas en copropriété, justement. Et alors, expliquez-nous en tant que particuliers intéressés par ces sujets immobiliers qui suivaient, on suit régulièrement l'actualité de l'immobilier. On voit un DPE qui est introduit sur le marché, qui rentre et qui sort, un deuxième qui rentre, une troisième version à venir et surtout un audit énergétique. Alors déjà, effectivement, on a un DPE dont on a du mal à comprendre s'il va faire gagner ou perdre de la valeur à notre bien ou s'il va surtout faire gagner ou perdre de la capacité de négociation à la personne qui va acheter le bien en question. Ça, c'est que le début. Et derrière, il y a un audit énergétique qui va encore plus loin. Est-ce que, du coup, on doit avoir encore plus peur de l'audit énergétique ? Disons qu'effectivement, cet audit énergétique, il va permettre à l'acheteur de pouvoir négocier de manière plus précise, de manière plus argumentée le prix de vente, puisque dans cet audit énergétique, l'auditeur doit indiquer des scénarios de travaux avec un tarif pour ces travaux. C'est-à-dire, pour cette maison, il faudra faire tel type de travaux et ça va coûter tant d'argent. Ce qui n'est pas le cas dans le DPE aujourd'hui. Là, on a des indications un petit peu de changer ceci ou changer cela, mais on n'a pas de tarification des travaux. Il y a un peu ça déjà dans le DPE, mais de toute façon, cet audit énergétique, c'est une sorte de super DPE, en fait. Okay. C'est à peu près le même champ de recherche, c'est-à-dire qu'on fait un constat des caractéristiques architecturales et thermiques de la maison ou de l'immeuble en monopropriété. On fait des scénarios de travaux, on calcule le montant des économies d'énergie qu'on pourrait obtenir en faisant les travaux, et on calcule le montant des travaux et les aides auxquelles on peut avoir droit. L'audit énergétique, en fait, c'est un super DPE parce que c'est fait par une personne qui est plus qualifié entre guillemets qu'un diagnostiqueur. Il faut avoir une certification supérieure. C'est pas le même expert qui se déplace chez vous. C'est quelqu'un d'autre. Ça peut être le même expert, mais il faut que ce soit un diagnostiqueur certifié ou un architecte certifié, ou pour les immeubles, donc les plus grandes surfaces, un bureau d'études techniques, certifié lui aussi. Donc ça va, j'imagine, poser des questions de formation, mais ce n'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui. Des questions de formation. En espérant qu'on n'ait pas un nouveau fiasco sur l'audit énergétique. Donc je reviens sur ma question, est-ce que l'audit énergétique doit faire plus peur aux propriétaires que la réforme du DPE ? Je complète, audit énergétique, c'est un préalable. C'est un préalable aux travaux, une obligation qui a été fixée dans un cadre réglementaire. On est bien d'accord là-dessus. C'est exactement ça. C'est-à-dire que quand on vend une maison ou un immeuble en monopropriété, on doit faire forcément un DPE avant la mise en vente. Et si ce DPE donne comme lettre F ou G, alors il faut faire revenir un expert pour faire l'audit énergétique qui, lui, va détailler de manière il va détailler tout ce qu'a dit déjà le DPE, mais avec des recours. Alors, c'est fixé dans un cadre plus précis et réglementaire dans le cas des ventes en bloc, ce qu'on appelle la monopropriété. Et c'est aussi un cas d'opposabilité, notamment sur l'acquisition pour des preneurs qui, in fine, pourraient éventuellement, à la lumière des résultats de l'audit, éventuellement se désister de la vente. Absolument, c'est-à-dire que si l'acheteur se rend compte que ce qu'on lui a donné comme information n'était pas vrai, effectivement, il peut se retourner contre le vendeur qui lui-même peut se retourner contre la personne qui a fait l'audit. Ou dans la période de compromis, voir que les travaux sont trop élevés par rapport à ce qu'il imaginait et finalement aussi se désister. Pour moi, c'est une obligation d'information, c'est-à-dire qu'elle doit être fournie au moment de la visite. C'est pour ça qu'il faut s'y prendre bien en amont. Comme avant même de signer le compromis. Exactement. Et on remet ça au plus tard lors du compromis de vente. Et c'est à ce moment-là que l'acheteur doit se dire, est-ce que j'y vais ? Est-ce que je n'y vais pas ? En fait, c'est un super diagnostic, cet audit énergétique. Mais alors, il y a une chose qui n'est pas claire pour moi, c'est ça peut vous obliger à faire les travaux à partir du moment où le vendeur a fait un audit énergétique qu'il a transmis à l'acheteur. Ça peut obliger l'acheteur à faire les travaux derrière ? Jamais. Non, jamais. C'est vraiment une obligation d'information D'accord. qui permet à l'acheteur de savoir s'il est prêt à s'engager à acheter une passoire énergétique en sachant qu'il aura peut-être des travaux à faire ou qu'il devra subir des grosses factures d'énergie. Ou alors qu'il devra les faire si jamais il veut louer derrière son bien. Exactement. Donc ça va obliger pour le coup le propriétaire bailleur ou l'investisseur locatif pour le coup. C'est exactement ça. Ouais. Alors on l'a vu, c'est
une véritable épée de Damoclès, si on peut dire les choses comme ça, au-dessous des petits propriétaires. Pour rappeler quand même que plus des 2 tiers aujourd'hui de la détention sont des petits propriétaires dans le parc locatif privé, avec un rappel quand même important, c'est que les 2 tiers des occupants du parc locatif privé, eux, seraient éligibles au logement social. C'est dire en fait l'importance de la location privée pour loger les Français. Alors, interdiction de location à laquelle devront se soumettre les propriétaires de logements gourmands en énergie. Perspective aussi du durcissement du permis de louer, ça a été clairement annoncé, et même une généralisation de l'encadrement des loyers dans d'autres villes, ça a déjà été aussi annoncé. Alors selon SeLoger, la part de maisons étiquetées F ou G dans les annonces immobilières a bondi de 11,4% en 2019 à 14% en 2021. Moi, la question que je vous pose, c'est que vous êtes un portail d'annonces pour les particuliers. Est-ce que vous observez les mêmes chiffres? Est-ce qu'il faut s'attendre à une aggravation de la situation avec de plus en plus de passoires de jour en jour? Puisqu'en fait, on a des estimations, mais quand on voit la réalité, on a l'impression que les chiffres sont très au-dessous de la réalité. Alors sur les chiffres, moi j'ai pas de chiffres particuliers. Ce qui est certain, c'est que avec les propriétaires que l'on a en contact, eh bien, on a d'abord senti beaucoup d'inquiétude et une sorte de lassitude d'une nouvelle obligation et de nouvelles obligations qui se rajoutent effectivement avec l'encadrement des loyers. C'est de l'inflation, mais normative. Effectivement, et avec des règles qui sont pas toujours très claires, avec qui évoluent. Si on parle de la rénovation, exactement, sur la rénovation énergétique avec des aides dont on ne sait pas exactement comment il faut les demander. Enfin, tout ça est un peu compliqué. Donc, il y a une sorte de lassitude des règles qui s'ajoutent. Sur le nombre d'annonces, effectivement, je pense qu'il y a peut-être plus d'annonces F et G, puisque les propriétaires sentent que là, ils vont faire face à un mur de travaux à faire. Et donc, parfois, ils sont un peu inquiets. On essaie quand même de les rassurer en disant, avant de mettre en vente, il faut quand même vérifier, en fait, quel est les démarches à effectuer pour peut-être mettre son bien à jour et ne pas perdre tant que ça. Donc il y a quand même des démarches à effectuer, il y a quand même des aides qui sont disponibles. Moi j'ai l'impression que la pire des choses, c'est pas tellement le fait que les règles soient compliquées, c'est plutôt elles sont floues et on ne sait pas trop vers où aller. Donc on essaie de les orienter vers les organismes qui peuvent leur permettre de faire ces travaux et donc, ou en tout cas de prendre la bonne décision, vendre ou faire les travaux. Nicolas. Mais alors justement, quand on est propriétaire, je reviens sur une question que j'ai déjà posée, mais pour que ce soit très clair, quand on est propriétaire et qu'on met son bien en vente sur PAP ou sur d'autres effectivement plateformes, est-ce qu'on doit avoir peur d'une grosse décote de son bien immobilier en lien avec l'évolution de la réglementation sur les passoires énergétiques ? Alors, vous avez peut-être vu déjà l'étude des notaires sur la valeur verte des logements et donc sur la plus-value ou la moins-value. On parle beaucoup des plus-values avec les logements qui sont économes en énergie, mais il y a aussi des moins-values. Et ça dépend beaucoup des régions, en fait. D'accord. Vous voyez, en Île-de-France, par exemple, la valeur verte, on ne la ressent pas trop encore, parce que ce qui est le plus important en Île-de-France, c'est d'avoir un logement. Il y a beaucoup de demandes, donc le critère principal, ça reste quand même l'emplacement, l'adresse. C'est toujours ça qui est le critère le plus sur le plus des important. Marchés en tension, le sujet des cotes en lien avec la passoire énergétique, enfin avec la valeur verte d'un bien, beaucoup moins ressenti. C'est beaucoup moins ressenti. En revanche, sur des maisons, effectivement, dans des régions un petit peu plus isolées, mais je voyais notamment, par exemple, que dans les Hautes-Alpes ou dans le Cantal, où il y a beaucoup de passoires énergétiques, là, il faut avoir peur peut-être de la valeur que pourrait avoir son bien quand il serait réellement mis sur le marché. Oui, effectivement, oui, c'est une question qui forcément va venir lors de la discussion, lors de la négociation avec l'acheteur, ça c'est certain, oui. Et dans l'étude des notaires, il me semble qu'en Nouvelle-Aquitaine, pour les maisons, si vous êtes en F ou en G, on observe des décotes de 20% par rapport à un bien qui est en D, c'est-à-dire qui est moyen, pas qui est très performant, mais qui est simplement moyen. On a l'occasion sur Radio Imo de visiter la France un peu dans tous les sens. Et effectivement, les endroits montagneux, c'est une explosion de passoires énergétiques, entre guillemets, bien sûr. Très consommateurs effectivement d'énergie. Et c'est vrai, moins sur le littoral, ça c'est tout à fait juste. Et en même temps, on a vu des écarts effectivement lorsque les travaux sont réalisés par rapport à la valeur ou la possibilité de faire une plus-value correcte. L'écart peut aller jusqu'à 25% sur des maisons et de 15 à 20% sur de l'habitat collectif. Donc c'est pas neutre. Non, c'est pas neutre du tout. Comme sujet. Mais alors on fait quoi? On fait les travaux avant de vendre ou on vend en acceptant qu'on vend moins cher? Ça dépend. Voilà, alors justement. Bonne question. Très bonne question. Et ça, c'est une bonne. Voilà. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est prendre les informations.
c'est aller chercher les informations, essayer de voir à quelles aides on peut prétendre, quels sont les travaux que l'on doit faire, et ça veut dire qu'il faut faire un DPE en fait. Il faut commencer par faire un DPE, même si on sait que le DPE, il y a une étude qui a été publiée la semaine dernière, ce mois-ci en tout cas, dans le magazine 60 millions de consommateurs, qui dit que le DPE n'est pas toujours très fiable et que entre deux ça boîtes, peut changer d'un diagnostiqueur à l'autre. oui, ça peut passer de 1 à 2 lettres de différence. Donc, mais en tout cas, il faut faire ce DPE. Ce DPE permet de savoir en fait où on en est, ce que l'on peut engager, combien ça peut coûter, et c'est sur cette base-là ensuite qu'on a les arguments pour vendre et pouvoir aussi donner de l'information intéressante à l'acheteur, ou au contraire faire les travaux soi-même. Alors, dernière question, juste pour qu'on comprenne bien pour ceux qui nous écoutent, hein, il n'y a pas d'obligation de faire les travaux, on est d'accord? Jamais, ni pour le vendeur, ni pour l'acheteur. Donc, pas d'obligation, je vous rassure pour certains, vous pouvez vendre. Bien évidemment, on l'a dit, hein, il y a un risque de négociation de prix hein, si votre étiquette n'est pas super bonne. Par contre, l'obligation est faite pour vendre de faire un diagnostic de performance énergétique versus nouvelle mouture. C'est-à-dire que ce DPE, il est opposable. Il est opposable par celui qui le fait. Hein. C'est-à-dire que le diagnostiqueur engage sa responsabilité. Absolument. C'est bien ça. Maintenant, dans les préconisations, on recommande éventuellement la possibilité de faire les travaux si on veut vendre un peu mieux. Justement, le portail qui s'appelait MaPrimeRénov', qui est devenu France Rénovation, avec mon accompagnateur Rénov'. Est-ce que vous arrivez à décrypter chez PAP les arcanes des aides qui s'empilent les unes aux autres? Je dirais que c'est plutôt compliqué, mais ces aides, elles ont le mérite d'exister. Elles sont peut-être pas toujours satisfaisantes. Je pense qu'il faut pas trop essayer de comprendre comment fonctionne le millefeuille des aides. En revanche, il faut effectivement aller chercher un conseiller auprès de France Rénov' pour avoir ces informations-là. C'est souhaitable d'aller directement sur le portail. Absolument. Il y a aussi pour la copropriété des services qui s'appellent comme les coachs copro. À Paris, je crois que c'est l'Agence parisienne du climat qui peut faire ça et qui peut vous aider, qui peut vous orienter vers les personnes pour les travaux, pour les personnes pour les aides. Et donc, je pense qu'il faut en fait, avant de prendre toute décision, accumuler des informations pour ensuite prendre la décision la plus pertinente. Merci beaucoup Charlie Cailloux d'être passé par le plateau de la Côte Immo. Je rappelle que vous êtes conseiller juridique au PAP particulier à particulier. On enchaîne tout de suite avec le chiffre du jour, Nicolas. Oui, le chiffre du jour qu'on donne du coup en fin d'interview, 8%. 8%, c'est l'estimation de l'augmentation du surcoût du prix de construction dans les logements avec la mise en application environnementale RE 2020 selon la Fédération française du bâtiment. Bon, ça vient dans le sens effectivement de ce qu'on était en train de se dire. Ces nouvelles normes incitent à construire en utilisant des matériaux dits biosourcés comme le bois que vous voyez autour de moi plutôt que du béton ou de l'acier plus polluant à la production. Sylvain, la norme RE 2020 oblige également les nouveaux logements qui y sont soumis à être mieux isolés contre le froid, la chaleur, à avoir un impact modéré sur le climat. Objectif, ne pas faire porter aux locataires le coût colossal de ces travaux. Bon, ça remet un peu le sujet sur la table de savoir s'il faut tout faire porter sur la tête ou sur les épaules des propriétaires, mais ça n'est pas le sujet du jour. Merci beaucoup en tout cas Charlie Cailloux, conseiller juridique chez PAP. Merci. Et on se retrouve tout de suite dans l'Expert Immo.